pour la mer. Alors, je mets le contexte général. Donc, Cannes, bien entendu, ville maritime. Après, on verra, on va décliner ça, il y a des particularités. Et mais alors, on va voir quelles sont les autres activités. Je pose des questions hein, dans les conférences, moi je pose des questions, j'ai pas de réponse, mais c'est tout le monde qui me donne la réponse. Donc, ville maritime, donc une bonne partie de la population a travaillé sur des siècles, sur 1600 ans, ou même plus de 1000 ans, sur le maritime. Mais quelles sont les autres activités historiques, disons, pour faire simple, jusqu'à la Révolution française? Si on n'était pas marin à Cannes, si on n'était pas lié avec la mer, qu'est-ce qu'on faisait comme activité? Donc le but, c'est de dégager tout le reste, mais ne pas oublier qu'on pouvait être cannois et faire autre chose que la mer. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire à Cannes jusqu'à la Révolution française en n'étant pas marin comme activité pour vivre, pour faire vivre sa famille? Alors, du commerce. Alors, le commerce, on n'est pas très loin du maritime. Hein. Ah oui. Ah oui. Alors, il n'y a pas que du poisson, mais le commerce, il vous faut un bateau. Hein. Et, mais forcément, il faut un commerce, un bateau. Donc, bon, alors, on faisait du commerce et on faisait quoi à Cannes également? Alors, l'agriculture, comme dans toutes les villes et villages de toute la France, il y avait l'agriculture. Alors l'agriculture, là je redis les choses pour mettre en place, où est-ce qu'on faisait l'agriculture à Cannes? Parce que vous allez dans des terrains, dans des champs, oui, on faisait l'agriculture dans des champs, on est d'accord. Bon, alors, où est-ce que, donc, alors ne me dites pas la Croix des Gardes, parce que c'est pas très bon, la Californie non plus, c'est pas très bon, sur le territoire de la ville de Cannes, où étaient les meilleurs terrains agricoles? À Cannes. Oui, mais la Boca, ouais. Alors la Boca, il y avait plein de roseaux, il y avait des marécages, c'était pas... Alors le Rio, là, vers des immeubles, non, alors le Rio, c'était tout petit. Il y avait un endroit où on faisait, c'était très connu, où on faisait pendant des siècles, on a fait beaucoup d'agriculture. Donc, si vous voulez, les Cannois, soit ils étaient agriculteurs, ou soit ils étaient marins. Alors, avant tout, où est-ce qu'étaient les terres agricoles de la commune de Cannes, qui est toujours... Le territoire n'a pas changé. Où est-ce que c'était les terres agricoles les meilleures? Alors la Siagne, oui. Où ça? Alors techniquement, alors la Siagne, oui, c'est la plaine de la Siagne et c'est l'Abadie. C'est où c'est parce qu'il y a le cimetière, c'est là où il y a des petits canaux et c'est des rizières. Et pendant des siècles, on a fait jusqu'au XIIIe siècle, on a fait de la culture du riz dans la plaine de la Siagne. Hein, et il y a une partie de la population cannoise qui vivait de ça. Alors, pour voir la richesse de ces habitants à Cannes, vous visitez le Suquet. Rien n'a changé dans le Suquet depuis le XIVe siècle. Vous voyez la taille des maisons, c'est pas très grand. Hein, c'est pas les grandes propriétés, les grandes maisons. Vous allez à Aix-en-Provence, vous avez les familles nobles, etc. Vous avez des belles maisons à différents endroits. Mais quand vous voyez le village de Le Suquet, là où c'était Cannes, vous voyez la richesse. Donc, ils avaient une vie normale, mais ce n'étaient pas des gens riches. On n'a jamais fait fortune à Cannes, avant l'arrivée du festival du film, disons, mais jusqu'à la Révolution française, c'était des gens, bon, disons, humbles, etc. Donc, si vous voulez, pour comparer Cannes, il faut comparer avec Saint-Tropez. Ça marche un petit peu, la taille de la ville, les activités maritimes. Également à Saint-Tropez, ils avaient des activités agricoles. Bon, mais c'est un peu pour comparer. Bon, après, donc il y avait des gens qui faisaient donc des activités portuaires, du commerce, les pêcheurs. Où était, alors là je vais enfoncer les clous, où était le port de Cannes? Alors ma question paraît un peu idiote, mais enfin elle est peut-être idiote, mais la réponse est plus complexe. Où était dans l'histoire de Cannes le port? Ça a varié. Alors de nos jours c'est au Vieux-Port et c'est ici. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, autrement je ne poserais pas la question. Donc où est-ce qu'a été jusqu'au 19e siècle le port de Cannes? Donc où est-ce que, ma question c'est où est-ce que se passaient les activités maritimes à Cannes? Alors la croisette, ça a toujours été un chemin. Il y a toujours eu du passage, mais il ne se passait pas grand-chose sur la croisette. Hein. Il n'y avait pas les stars, hein, elles n'étaient pas là. Et les mouettes. Oui. Alors, Saint-Cassien, alors exactement.
Alors les Arlucs, oui. Les Arlucs, oui. Les Arlucs, les Saint-Cassiens, la butte de Saint-Cassien. Jusqu'au XIIIe siècle, l'activité humaine de la ville de Cannes, ça se passait sur la butte de Saint-Cassien. Et c'est à cause de la malaria que les habitants de Saint-Cassien sont passés au Suquet. Parce que le meilleur endroit pour faire du commerce et pour faire des bateaux, c'était sur la butte de Saint-Cassien. Alors toute la butte était habitée, la totalité. Alors c'était des petits villages, hein, c'était pas des grandes bourgades. Et il y avait le port, jusqu'au XIIIe siècle, il y avait le port en bas de la butte de Saint-Cassien. Et c'était là où l'activité commerciale se passait. Les bateaux étaient là parce que la butte de Saint-Cassien, elle est beaucoup plus... c'est là où il y a l'aérodrome, hein, où il y a les grands hangars de l'aérodrome. C'est beaucoup plus protégé du vent que le Suquet, le quai Saint-Pierre. Et l'activité, pour reprendre l'activité commerciale maritime, ça descendait les produits depuis toujours. Il y a eu des produits qui ont toujours été faits à Grasse et derrière les vallées de Grasse. Alors c'était les peaux de mouton, enfin il y avait différents produits qu'on exportait des hautes vallées, de Grasse et de derrière, de Saint-Vallier, etc. On descendait tout ça à Cannes et ça passait par Saint-Cassien et après ça partait du côté de Gênes, ça partait du côté de Marseille par voie maritime. Et les pêcheurs cannois avaient des embarcations spécifiques pour faire ce commerce. Hein, il y avait un commerce, ils étaient commerçants. Alors, j'en reviens toujours à ma question. On était donc à partir du XIIIe siècle, c'est tout à fait d'accord, c'était le vrai port de Cannes, il était à Saint-Cassien, à l'aérodrome, à l'endroit de l'aérodrome. Et alors, est-ce qu'il y avait un autre endroit où, techniquement, où était le vrai port de Cannes depuis les Romains? Alors là, je remonte d'un cran. Où est-ce que c'était? Alors, vous oubliez le quai Saint-Pierre, on va voir ça, mais vous oubliez le quai Saint-Pierre. Où est-ce que c'était? Le port de Cannes. Il y avait un gros bateau, alors que soit les Romains, soit François Ier, qui vous voulez comme époque, jusqu'à la Révolution française, où est-ce que les gros bateaux qui avaient un gros chargement pour Cannes, Grasse, tous les alentours, où est-ce qu'ils se mettaient, le grand bateau? Alors, le quai Saint-Pierre, il n'y avait rien, c'était pas là où vous mettez un bateau, hein, parce qu'autrement... Bon. Alors, où est-ce qu'on allait se mettre les gros bateaux, où est-ce qu'ils se mettaient? Alors, l'île de Lérins, oui, bravo. Bravo. Alors, plus précisément, entre les îles? Non. Alors, c'était trop loin de Cannes, entre les îles. Alors, Sainte-Marguerite, oui, le port depuis les Romains, le vrai port de Cannes, il était à Sainte-Marguerite, et plus précisément, alors c'était là où les grandes embarcations se mettaient, et après il y avait les petites embarcations des pêcheurs de Cannes, et des petits commerçants qui déchargeaient la marchandise au quai Saint-Pierre à différents endroits. Alors oui, il y a du quérando aussi, mais où ça? Alors Sainte-Marguerite, on n'est pas entre les îles, Sainte-Marguerite, où est-ce qu'ils se mettaient les gros bateaux? Jusqu'à ce qui a vraiment eu le port de Cannes, en 1834. De quel côté? Alors techniquement, c'était sous le Fort Royal, exactement sous le Fort Royal, et vous avez encore un endroit, une petite crique entre le Fort Royal et l'extrémité est de l'île Sainte-Marguerite, qui s'appelle le Portet, ça veut dire le petit port. Et c'était là où les grands bateaux, parce qu'il y avait du tirant d'eau, et c'était le golfe Jean, c'était merveilleux ça a toujours été merveilleux pour la navigation parce que c'est abrité. Et golfe Jean a joué un rôle, alors les îles de Lérins, etc., mais dans la partie golfe Jean, on jouait un rôle fondamental pour le commerce, la pêche, tout ce que vous voulez, parce que c'était abrité des vents. Alors, c'est pas parfait, c'est pas un port, mais c'est toujours une anse naturelle protégée par le cap d'Antibes, et vous n'avez pas d'équivalent. Le meilleur endroit, si vous avez une grosse embarcation et que vous n'avez pas de moteur, enfin jusqu'à la Révolution française, où est-ce que vous allez vous mettre à l'abri? C'était soit les îles de Lérins, ou soit vous allez dans le golfe de Saint-Tropez. Autrement, il n'y avait pas d'autre endroit. Et il fallait le truc d'après, c'était Toulon. Donc, si vous voulez, le golfe Jean a joué un rôle fondamental, et il se trouve que c'est là où les gros bateaux mettaient l'ancre et déchargeaient avec des petits bateaux toute leur cargaison, soit du côté d'Antibes, soit du côté de Cannes. Le grand port, c'était là-dedans. Christian, une question. Depuis longtemps, je me demande qui est Juan. Parce qu'il y a Juan, mais pas Juan en espagnol, ça veut dire Jean, oui, et golfe Juan. Donc je me dis, est-ce qu'on sait aujourd'hui qui c'est?
Alors, Monsieur Jouan, c'est une invention récente, parce que c'est, je ne l'ai pas, etc. C'est le gorgian. Ça a toujours été appelé le gorgian. Alors, Pierre Vouland, notre ami Pierre Vouland, a écrit un livre sur la toponymie, tous les noms de lieux. Donc, le gorgian, alors je fais une parenthèse, et puis, puisque bon, il faut pas me poser de questions, parce que je vais vous donner la réponse. Vous avez une carte, alors, je vous la refais circuler, et vous voyez, alors, je vais vous expliquer cette carte. Bon, je vous donne la deuxième, et puis comme ça, gorgion, ça veut dire la gorge. En fait, ce que ça veut dire Golfe Juan, c'est la gorge de Monsieur Juan. Enfin bon, c'est ce qui veut rien dire. Mais ça veut dire, cet endroit, c'est une gorge, c'est-à-dire que c'est profond. Et vous avez toutes les cartes maritimes, que vous regardez le Golfe Juan, il y a un abysse, c'est très profond. Et alors, c'est là où tous les bateaux pouvaient rentrer, et vous avez la fourmigue. La fourmigue que Vauban, vous avez tout un plan, ça n'a pas été réalisé, mais Vauban a écrit des tas de rapports pour que la fourmigue qui est au centre du gorge Juan, où il y a la petite balise, se soit fortifiée. Et l'idée de Vauban, qui était géniale, ça n'a pas été réalisé, mais c'était génial, c'était de mettre un fort, une espèce de tour, au milieu, à la place de la fourmi, et ça fermait militairement parce que les canons n'arrivaient pas jusqu'il fallait sous Louis XIV que les canons ils n'arrivaient pas jusqu'au rivage, et si on mettait des canons au milieu de gorge Juan, on pouvait fermer militairement cette baie. Bon, ça n'a pas été fait, etc. Alors ce que je veux dire également, donc je disais que c'était le dernier endroit avant l'Italie, avant Nice, pour les bateaux, naturel pour faire relâche quand il y a une tempête ou quand il n'y a pas de vent. Et si vous voulez, c'est un rôle fondamental. Le rôle fondamental, il est redoublé, enfin il est renforcé parce que c'était un rôle frontière. Alors où est-ce que, techniquement, où était la frontière des États français, de l'État du Royaume de France? Elle était où, la frontière? Alors c'est le Var. Le comté de Nice est redevenu, il avait été jusqu'en 1388 français. Après, sous Louis XIV, il était revenu 2 fois français, mais après c'est en 1860, et la frontière c'était le Var. Donc la frontière c'était un autre État, et donc les îles de Lérins, Gorgeant, tous les bateaux, c'était la limite. Et c'est pour ça que Antibes était une ville fortifiée, et qu'à Antibes il y avait toujours eu une garnison importante. C'est parce que Antibes, c'était la ville frontière. Alors la ville Antibes, avec sa garnison de militaires de terre, c'était pour éviter une invasion militaire par la terre, et les îles de Lérins, c'était pour éviter une invasion militaire par la mer. Hein, c'était maritime. Donc ça a toujours été un rôle de frontière. Après, pour bien comprendre comment ça se passait, la navigation, la pêche et tout ce que vous voulez, je vous pose une question. Quand est-ce que, disons, des Romains jusqu'à l'invention de la marine à moteur, la navigation en Méditerranée, ça se passait de quel mois de l'année? Alors ça, c'est un facteur fondamental. Si on veut comprendre comment ces marins, ces pêcheurs vivaient, c'était quels étaient les mois où il y avait de la navigation et quels étaient les mois où il y avait beaucoup ou presque pas de navigation. Ça dépendait des mois de l'année. Alors, c'est une question naturelle, hein, la réponse est naturelle, mais c'est quel mois? Parce que, alors, ma question est importante parce que toutes les invasions militaires, les pirates, les corsaires, tout ce que vous voulez, ça marchait, et des Romains jusqu'à la Révolution française, ça a marché en fonction des mêmes dates. Donc si vous voulez, l'activité, alors la pêche, on le faisait aux îles de Lérins toute l'année, on est d'accord, mais l'activité commerciale, certes, il y avait toute l'année des petits bateaux qui allaient jusqu'à Gênes, etc., mais les gros mois et les mois dangereux pour les marines militaires, c'était certains mois de l'année. Alors les mois dangereux, c'est quand? Aux équinoxes. Oui. Alors les équinoxes, oui, mais ça veut. Oui, alors c'est pas le jour de l'équinoxe, hein, c'est un peu avant. Alors plus précisément, il y avait les mois dangereux et il y avait les mois pas dangereux. Décembre, janvier. Alors c'est une question de navigation. Alors quand est-ce que de nos jours la navigation, c'est pareil, hein, rien n'a changé. Quand est-ce que dans nos eaux la navigation est dangereuse? Quel mois de l'année?
Alors octobre, oui. Alors c'est l'hiver, mais bien entendu, c'est l'hiver où c'est dangereux, c'est l'hiver où il y a les tempêtes. Et donc de l'époque romaine, enfin de le, ouais, oui, avec quand on a uniquement la marine à voile ou à rame, quand il y a une tempête, ça devient, quand on n'a pas de moteur, ça devient très compliqué. Hein. Et donc parce qu'il y a plein de récifs tout autour des îles de Lérins, du Cap d'Antibes, etc. Donc il faut surtout pas que votre bateau sans moteur sous les Romains, sous Louis XIV et tout ça, il dérive et après il coule. Hein. Donc ils prenaient, alors les marchands, etc. Qui faisaient commerce, qui transportaient des produits et presque les compagnies d'assurance de l'époque, ils voulaient pas que les bateaux circulent les mois dangereux. Parce qu'il y avait risque de couler, hein, c'était beaucoup plus dangereux. Donc si vous voulez, les mois d'hiver, donc du début octobre jusqu'à fin avril, des Romains à l'invention de la marine à moteur, il y avait très peu de navigation. Et parce que c'était la Méditerranée est une mer dangereuse. Il y a des tempêtes qui arrivent très rapidement, le vent, comme de nos jours, hein, tout le monde le sait ici, c'est calme plat, et puis 20 minutes après, vous avez un vent qui arrive, etc. Donc ça peut être très dangereux. Donc les mois d'hiver étaient les mois où il n'y avait pas, c'était pas dangereux. Il n'y avait pas de commerce, il n'y avait pas de bateau, il y avait peu de produits à transporter, des Romains jusqu'à la Révolution française. Et c'était le mois où il n'y avait pas les pirates, les corsaires, les marines militaires, parce que les combats navals, etc., les grandes batailles, ça ne se passait pas les mois dangereux pour la navigation, donc ça se passait pas en hiver. Donc il y avait des mois tranquilles, et c'était là où les marins allaient tranquillement aux îles de Lérins pêcher, ils n'avaient pas peur. Bon, alors, quels sont les... Je vous donne des exemples de dangers pour les marins à Cannes, Cannes, Saint-Tropez, enfin toute la côte provençale, l'Italie c'était pareil. On avait peur de se faire capturer par des pirates, quelle que soit l'époque. Alors des pirates mauresques, des pirates turcs, des corsaires turcs. Enfin, il y avait toute la Méditerranée qui s'y mettait pour essayer de capturer des gens. Donc il y avait tout un exemple en 1400, en mai 1400, donc c'est vieux. Il y avait le monastère fortifié qui va être réinauguré la semaine prochaine. Le monastère fortifié, pour la première fois, donc il y avait des moines dedans, et pour la première fois, il a été pris militairement par des pirates, donc c'était en mai. Hein. Vous voyez, on est encore dans les dates où ça devient dangereux. Hein. On est en mai, et c'est là la première fois que le monastère fortifié a été pris par des pirates. C'était la République de Gênes qui voulait faire agrandir son territoire et faire la leçon aux comtes de Provence. On n'était pas encore, c'était un siècle avant la réunification, l'union avec la France, donc c'était le comte de Provence, et militairement il s'est dit c'est la frontière, enfin Gênes se sont dit c'est la frontière, on va prendre cette abbaye, on va prendre ce monastère fortifié, et ils sont rentrés et il a fallu toute une opération militaire, plusieurs mois pour récupérer ce monastère fortifié. Hein. Donc il y avait des dangers, et là c'est un exemple. Donc ils ont tous les Génois, les pirates, hein, c'était des pirates volontaires des corsaires envoyés pour tout saccager. Ils ont pillé en 1400 donc toutes les richesses à l'intérieur de la bibliothèque, ils ont frappé les moines, ils ont saccagé, etc. Alors la conséquence à cause de ça, donc c'était le comte de Provence, il a dit ça va pas, les moines ils savent pas se défendre sur leur île, je vais leur mettre une garnison. Et depuis 1400 jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a toujours eu une présence militaire dans ce monastère fortifié, grande ou petite. En moyenne sous Louis XIV, il y avait 15 en permanence toute l'année, il y avait 15 soldats de l'île Sainte-Marguerite qui étaient détachés à Saint-Honorat pour surveiller, pour éviter que les bateaux, etc. Alors, après, il y a les Espagnols, donc là, on est en 1400. Donc, c'est pour vous montrer le danger. Alors, le danger des bateaux, que ce soit petits bateaux de pêche, que ce soit bateaux de commerce important, il y avait qui a fonctionné jusqu'à la Révolution française, il y avait tout un système d'alerte
donc avant tout les mois d'été. Il y avait un où il y avait, encore une fois, c'était les mois dangereux, et il y avait tout un système d'alerte sur toute la côte provençale et italienne. C'est-à-dire que dès qu'on voyait de loin, de très loin, un bateau bizarre, il y avait une alerte qui était nommée, qui était envoyée partout, qui est passée. Alors la journée, on mettait sur Saint-Honorat, sur le Suquet, et alors l'avantage de Saint-Honorat, c'est que vous voyez au-delà de l'Estérel, hein, au-delà de l'Estérel, et vous voyez au-delà d'Antibes. Hein, en haut de la tour, vous avez une vue, bon, et donc vous voyez les bateaux vraiment de très loin. Et il y avait donc un système d'alerte 24 heures sur 24. Donc la journée, on mettait des grands drapeaux. Ça voulait dire qu'il y avait un danger. On sortait des immenses drapeaux. Et le soir, on faisait un feu. Si ces tours, on mettait en haut de la tour un feu, ça veut dire qu'il y avait un danger. Et la population, les pêcheurs, tout le monde rentrait sur la terre et disant il va y avoir une catastrophe, on risque d'être prisonnier. Alors les derniers personnes qui ont été capturées par des pirates, ça a été en 1802 à Saint-Tropez. Il y a eu une expédition qui venait d'Algérie qui a pris des gens qui étaient à Saint-Tropez, qui étaient pas dans la ville de Saint-Tropez, dans le village, mais qui étaient dans les campagnes. Ils les ont ramenés en Algérie pour être vendus comme esclaves. Hein. Bon. Et Napoléon a dit ça suffit, et à partir de là, on a renforcé vraiment, et c'est la dernière fois qu'il y a des gens qui ont été capturés sur le sol provençal, sur le sol français, pour essayer d'être vendus comme esclaves. Donc si vous voulez, pendant des siècles et des siècles, il y avait le risque, si vous étiez pêcheur, marin, etc., que vous soyez capturé, que votre vie change totalement, que vous changez de rive de l'autre côté de la Méditerranée, et que vous rentriez plus du tout à Cannes. Hein. Donc c'était dangereux. Alors un autre danger, il y avait un autre danger. Donc ça, c'est pour les pêcheurs et tout ça. Il fallait qu'ils fassent très attention aux bateaux un peu bizarres, un peu militaires, bateaux qu'on connaissait pas. Mais alors le système était bien organisé. Mais c'était très dangereux. Alors il y avait un deuxième danger avec les bateaux. Alors pas un danger militaire, mais il y avait un deuxième énorme danger que la population, les pêcheurs, tout le monde risquait avec ces bateaux qui arrivaient. Alors la Méditerranée, toute l'histoire de la Méditerranée, c'était un échange continu. Hein. Ça n'a pas arrêté dans tous les sens, et ça continue. Et ça continue. Et ça continuera toujours. C'est inscrit dans la génétique, alors dans les gènes. Hein. D'autant plus que les places se rapprochent. Alors les places, bon. Donc danger militaire. Alors, bien entendu, c'est les épidémies. Alors, les maladies, et le problème dans toute l'histoire de la Provence, de toute région côtière, c'est les bateaux de commerce qui apportent dans leur cargaison principalement des rats. Et ces rats ont la peste. Et alors, les pestes, même sous Constantin, sous les Romains, il y a toujours eu des pestes. Hein. Mais la peste de 1348... Elle a tué à peu près 90% de la population de Provence. 90%. Parce que c'était terrible. Alors l'hygiène n'était pas bon. Vous voyez, 1348, vous voyez un peu les constructions du Suquet. C'est une maison l'une à côté de l'autre, hein, les rues pas très larges. Alors s'il y a quelqu'un qui arrive avec la peste, tout le monde en profite dans le coin. L'hygiène n'était pas bon. Vous voyez, quand vous montez la rue Saint-Antoine dans le Suquet, il y a un puits qui est marqué 13e siècle. En fait, il est plus vieux, mais enfin bon, c'est 13e siècle. L'hygiène, l'eau, il suffisait qu'il y avait un rat mort, etc. Tout le monde buvait de l'eau et tout le monde avait la peste. Donc, quand il y avait un début d'épidémie, et ça a été valable jusqu'à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce que la population, la population cannoise, la population de Golfe-Juan, d'Antibes, dans la mesure donc il y avait on avait des rumeurs d'un début d'épidémie. Qu'est-ce que la population faisait? Donc y compris les marins, y compris les agriculteurs, qu'est-ce qu'on faisait?
Alors on faisait des pèlerinages, alors oui, on faisait des pèlerinages, mais il y avait des choses plus urgentes à faire. Les pèlerinages, qu'est-ce qu'on faisait? On empêchait les gens de rentrer. Alors on empêchait les gens de rentrer. Alors là-dessus, vous avez des études très intéressantes. Il y a dans l'Estérel, vers les Adrets, il y a un mur de la peste qui a été construit et sur les deux côtés, et on mettait des soldats, et toute personne qui passait, on fusillait la personne. On ne discutait pas, on disait pas vous avez la peste ou pas la peste, et vous le retrouvez, il est toujours intact. Hein, ce mur, hein, vous le connaissez, il est là-bas. Alors qu'est-ce que... À Marseille aussi, vous avez le mur de la peste. Alors, le mur de la peste à Marseille, Avignon. oui, à Avignon, dans toutes les villes. Alors, c'était alors, la peste arrivait au niveau côtier, et puis après, montait. Bon, alors, qu'est-ce que vous prenez? Le canois de base, au 13e, 14e, 15e, 16e, quel que soit le siècle, il y avait un début d'épidémie. Généralement, c'était la peste. Au 18e, 19e, après, ça a été le choléra. Mais qu'est-ce que les gens faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, ils montaient où ça? Au ciel? Non. Où ça? Ils montaient dans la montagne, oui, voilà. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est que immédiatement toute la population laissait tout, et les canois, les gens de la Napoule, etc., qui avaient un tout petit peu d'argent, en fait, ils avaient une deuxième maison ou un deuxième abri, mais dans la campagne. Au-delà, généralement, c'était au-delà de Saint-Vallier, et vous avez encore des tas de petits villages au-delà de Saint-Vallier, vous avez Caille, vous avez des tas de petits trucs, Serranon, etc., qui en fait servaient en cas d'abri sanitaire, en cas il y avait des épidémies, tout le monde, le repli, tout le monde montait dans les montagnes, et on attendait que ça passe. Et je vous dis, en 1388, il y a eu à peu près 90% de la population qui est mort. Et après, on a fait venir beaucoup d'Italiens. Il y a eu repeuplement, etc. On a tout repeuplé, etc. Bon, après, un autre dans les trucs maritimes. Je fais. Après, on verra plus la pêche si vous résistez à mon rythme, mais on verra la pêche. Un autre truc, puisque tout à l'heure, Claude Martineau, tu me parlais des Espagnols. Bon, pendant 2 ans, de 1635 à 1637, il y a le roi d'Espagne qui a envahi et qui a pris les 2 îles de Lérins. C'était un truc pour, en gros, embêter Louis XIII et Richelieu. Hein. Militairement, ça n'a pas changé grand-chose sur le fonctionnement du royaume de France, mais ici, ça a foutu la panique. Alors, les Espagnols ont commencé en 1635. En mai 1635, ils ont essayé de prendre Cannes, ils ont tiré des coups de canon sur le Suquet, et vous avez dans la chapelle Sainte-Anne, qui est le musée de la Castre, vous avez encore des impacts des canons espagnols, des boulets dans les murs. Bon, alors ils ont été pendant 2 ans aux îles de Lérins. Les Espagnols, ils ont tout fortifié. Alors je vais 2 ou 3 points intéressants. Le premier point intéressant, c'est que donc ils ont fortifié ces îles, et ils ont creusé entre Sainte-Marguerite et Saint-Honorat un souterrain qui existe toujours. Et ce souterrain, il part du Grand Jardin, et du milieu du Grand Jardin, il y a un puits, il part donc au sud de Sainte-Marguerite, et il va direct à Saint-Honorat. Et pendant les 2 ans, donc en 1635, il y avait la technologie, la folie ou je sais pas quoi, la technologie pour creuser sous la mer. Et ce souterrain était utilisable jusqu'à la Première Guerre mondiale, où il y a un torpilleur français qui, par méprise, a laissé il y a une torpille qui est partie par erreur, et qui a explosé juste à l'endroit sur le passage du souterrain. Et depuis, il existe toujours ce souterrain, mais il faut prendre des bouteilles de plongée pour l'emprunter. Mais donc, si vous voulez, c'est le premier truc intéressant. Enfin, bon, je suis... alors, c'est au niveau technologique, etc., c'est complètement dément, mais voilà. Alors, le deuxième, il y a des tas de trucs marrants, puisqu'on est en 1637, pendant que les 2 îles étaient occupées, c'est un vrai
un vrai bijou d'histoire militaire parce qu'on a toutes les informations, espagnoles et on a toutes les informations françaises et tout. Et c'est absolument, donc on a tous les rapports et tout ça, c'est tout intact. Alors c'est les Espagnols qui ont fait le tunnel, ils étaient pendant 2 ans aux îles, ils ont eu parce que les Français, il y avait ils n'étaient pas d'accord qui devait prendre le commandement, il a fallu 2 ans pour les reprendre. Richelieu s'énervait, mais ça marchait pas, ici ça marchait pas, parce qu'il y avait des disputes entre militaires français. Et un autre élément très marrant, c'est qu'on a tous les rapports, et les Français avaient comme espion le confesseur espagnol, un prêtre, du commandant espagnol. Donc, on a tous les rapports français de l'espion français qui était un espagnol et qui était donc le prêtre confesseur du chef militaire espagnol, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Et on a tous les rapports c'était un officier de cavalerie qui travaillait dans l'autre sens pour les Français. Donc, on a des rapports d'espionnage très intéressants. On a les 2 versions totales pendant 2 ans. C'est très intéressant de voir comment vraiment une guerre se passait, pourquoi les décisions ont été prises et pas prises. On a tous les rapports. Alors le 3e élément, et on est dans les trucs maritimes, donc les Français ont décidé après 2 ans, Richelieu a piqué une grosse colère, il a changé les commandements, etc. des troupes françaises, il a dit il faut reprendre ces îles. Alors, quand vous voulez reprendre les îles de Lérins, en fait, c'est toujours comme ça, où est-ce que vous débarquez? Et alors, toutes les invasions, il y a eu plusieurs invasions, il y en a eu 2 autres après, invasions prises militaires par des armées étrangères. Après, c'était les Savoyards, c'était des Italiens, mais 2 fois après, et c'est exactement pareil. Quand vous voulez prendre les îles de Lérins, où est-ce que, militairement, vous débarquez? Donc, à chaque fois, les 3 fois, ça a été au même endroit. Donc, il y a une raison militaire qu'on va voir, mais où est-ce que vous débarquez aux îles de Lérins? Pour prendre militairement ces îles. Alors, on va commencer par le début. Quelle île, où est-ce que le premier endroit, où est-ce que vous débarquez? Vous avez 2 îles. À quel endroit vous débarquez? Quelle île vous choisissez? Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, Saint-Honorat? Côté est. À l'est. Alors, Saint-Honorat n'est pas considéré militairement comme importante parce que trop facile à prendre. Parce que c'est plat, l'accès est trop facile, donc c'est pas la priorité. Donc si on prend Saint-Honorat, après on a toujours le problème de Sainte-Marguerite. Donc les chefs militaires ont toujours décidé de prendre Sainte-Marguerite. Parce que c'est là où il y avait le fort, c'est le seul endroit de l'archipel où vous avez 25 mètres de hauteur, c'est là où il y a l'état-major, c'est là où il y a les troupes, c'est là où il faut, si vous gagnez Sainte-Marguerite, en fait vous gagnez l'île Saint-Honorat, ça tombe automatiquement. Alors, donc c'est Sainte-Marguerite. Alors où est-ce qu'ils débarquaient? Et les 3 fois, les 3 débarquements, c'est au même endroit. Où est-ce que vous débarquez à Sainte-Marguerite? Par le sud. Dans le sud. Alors, on a le sud. Alors, oui, bon, pourquoi pas. Alors, non, oui. Ils n'ont pas choisi ça, ils auraient pu. Hein. Alors, dans le sud, vous avez Saint-Honorat en face. À l'est. Alors, à l'est, bravo, bravo. Alors la pointe d'Antibes. Alors, pourquoi la pointe d'Antibes? Donc, il y a une raison. Hein. Les militaires, ils ont eu, quelle que soit l'époque, ils ont reproduit le même schéma. Alors, pourquoi à chaque fois, c'est la Tradelière? Oui, alors c'est des bas-fonds, ouais, il y a du vent, il y a des écueils, c'est pas génial, hein. Alors au sud, c'est beaucoup plus facile pour débarquer, etc. Mais à chaque fois, ils prennent l'extrémité, complètement l'extrémité. Alors pourquoi ils se mettent du côté d'Antibes, là-bas, à la Tradelière? Le vent, non. Alors tout simplement, ils sont le plus loin possible du Fort Royal. Des canons du Fort Royal. Voilà. Bon, ils peuvent se cacher pour y arriver. Alors, il y avait un deuxième fort qui existe, il n'y a que les restes, mais quelques centimètres, 1 mètre, 1 mètre 20 maximum de reste. Il y avait un deuxième fort
entre l'extrémité, on l'appelait le fort de Monterey, qui a été construit par les Espagnols. Il faisait à peu près la moitié du fort royal. Il y avait, sous les Espagnols à Sainte-Marguerite, il y avait 2 grands forts. Bon, alors après, là-dedans, je vais faire un autre truc intéressant dans cet épisode de 1635-1637. Alors, ça a fini par un Tédéum à Paris, à Notre-Dame. Ça a été une victoire grandiose. Ça a fini un truc, alors que c'était que 2 petites îles. Enfin bon, passons. Alors, il y a eu un autre épisode. Alors, vous décidez, donc toujours pareil, vous décidez de reprendre l'archipel, donc vous arrivez par l'est, par le côté d'Antibes, vous arrivez, bon, après, alors on en vient au côté sud, vous arrivez, quelle est la particularité militaire de l'île Sainte-Marguerite? Et il y a un lien, on va y arriver, avec la Seconde Guerre mondiale et le débarquement des troupes. Là, je parle de débarquement des troupes. Débarquement des troupes avec la Normandie, la Seconde Guerre mondiale. C'est exactement ça. Et alors, il y a quelle est la particularité, si vous regardez, surtout, pour faire simple, pour bien voir côté sud, disons, pour bien visualiser, quelle est la particularité géologique de l'île Sainte-Marguerite au niveau des plages? Comment ça se situe? Alors, vous avez la plage, une petite plage, et puis vous avez des rochers qui font 2 mètres, 2 mètres 50, un espèce de truc plat, en gros de loin, c'est un truc plat, vous descendez 2 mètres, chose comme ça, puis vous avez la plage. Et voilà. Et ce qui a été inventé, c'est, on a tous les documents, les plans, etc. C'est un monsieur qui est un ingénieur français qui a fait une carrière après diplomatique, parce qu'il visiblement il était brillant. Il s'appelait Duplessis Besançon, et il a inventé en gros le challenge à débarquement. Et donc c'était un des bateaux qui arrivait sur côté sud. Là, on parle de débarquer les troupes. Et donc, il arrivait et pas simplement de mettre les pieds, donc sur l'île Sainte-Marguerite. Donc, pour débarquer les troupes, il arrivait avec des bateaux qui, avec le pont-levis, comme le système, c'est exactement le débarquement de Normandie. Et il a créé ça. Et ça correspondait, parce que la hauteur de l'île Sainte-Marguerite, ça correspondait, donc on mettait le pont-levis et on mettait les bateaux, etc. C'était la même hauteur et tout était calculé. Donc ça, c'est un exemple. Bon. Alors après, il faut que je vous parle un peu de la pêche, parce que, on était un peu venu pour ça, quand même. Bon, alors, la pêche... Bon, le Cannes est un lieu béni des dieux, et toujours béni par les dieux, et sera toujours béni par les dieux. On a beaucoup de chance, parce que si vous voulez, avant tout, par rapport aux autres endroits, on a les îles de Lérins. Entre nous, c'est ça qui fait, pour la pêche, et pour autre chose aussi, mais vraiment c'est ça qui fait la différence. Parce que, alors pourquoi cette différence ? Par rapport, vous prenez, je sais pas, par rapport à Antibes, par rapport à Nice, par rapport à Monaco, enfin, vous voyez, par rapport aux autres endroits, pourquoi les pêcheurs de Cannes, ils avaient, bon, les îles de Lérins, mais pourquoi c'était génial? Parce qu'il y a les profondeurs. Alors, les profondeurs, exactement, les problèmes de... pour la pêche, c'est une question... disons, maintenant on a des moyens modernes, etc. Mais c'est une question de profondeur. Si c'est trop profond, on ne peut pas pêcher. Et donc, les îles de Lérins, autour des îles, entre les îles, et surtout, on va en parler au sud de Saint-Honorat, c'est pas profond. Et vous avez la Posidonie. La Posidonie, ça descend jusqu'à maximum 50 mètres de profondeur, et c'est dans la Posidonie et dans les roches aussi, qu'il y a plein de poissons. Il y a une densité, et c'est là. Et donc, si vous êtes pêcheur à Monaco, il y a toujours eu des pêcheurs à Monaco ou à Nice, ça descend tout droit, et votre espace, alors vous pouvez mettre, suivant les trucs, des casiers pour les langoustes, vous pouvez faire d'autres choses, mais quand vous avez des falaises qui descendent, la pêche est très limitée, tandis qu'aux îles de Lérins, c'est béni les dieux, il y a des espaces très importants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mer,
hein. Je vais vous dire quelque chose. La mer, c'était une propriété privée. C'était possible de posséder une partie de la mer jusqu'à la Révolution française, hein. Je répète parce que ça paraît un peu bizarre. Il y avait des gens qui étaient, alors des gens nobles, etc., qui achetaient des parties de la mer. La mer était un bien que par délégation du comte de Provence et après du roi de France, ça a continué, on pouvait avoir des parties, de la mer, c'était propriété privée, vous aviez un morceau de mer qui était propriété privée, et également il y avait le sous-produit, c'était certains mois de l'année où vous pouvez à certains endroits faire telle pêche. Et il y avait des, je vais en parler de la madrague, des pêches spécifiques qui appartenaient, qu'il fallait payer des droits de redevance parce que c'était un droit privé. Et donc c'est un des gros changements de la Révolution française, parce qu'on a aboli tous ces droits qui étaient historiquement, je vous dis, le roi de Provence, etc., qui étaient des droits féodaux et qui étaient propriété privée. Et là, c'est devenu bien, la mer a appartenu à tout le monde et tout le monde pouvait y aller. Alors, pour faire simple, donc l'abbé de Lérins, donc c'est en 410, au tout début du 5e siècle, qu'il y a eu des moines qui sont arrivés, Saint-Honorat, et il y a une grande abbaye qui s'est, à travers les siècles, qui s'est nombreuses fois réinventée au niveau du fonctionnement intellectuel, économique, etc. Enfin bon, il y a des différentes époques, mais ça a été une grosse abbaye au niveau religieux et au niveau intellectuel, au niveau économique. Et c'est une abbaye qui a reçu et qui reçoit toujours énormément de dons de personnes, de croyants qui donnent de l'argent à l'abbaye. Mais une des grandes... L'île Saint-Honorat a toujours été cultivée, mais il y a un puits, mais ça va pas très loin, et la terre, elle est ce qu'elle est. Alors on faisait des pommes de terre, après il y a eu de la vigne, enfin il y a eu différents trucs, mais c'est jamais allé très loin dans la production agricole, et le grand revenu de l'abbaye de Lérins, c'était la pêche. Alors les moines eux-mêmes techniquement ne sont jamais allés à la pêche parce que c'était pas leur vocation. Et pour vous expliquer la vie d'un moine jusqu'à la Révolution française dans l'île, donc premièrement les moines jusqu'à la Révolution française, tous les moines habitaient le monastère fortifié. Là, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'ils se sont fait attaquer en mai 1400, ils habitaient dans le monastère fortifié parce que, quelle que soit l'époque, c'était trop dangereux jusqu'à la Révolution française, quand vous étiez moine à Saint-Honorat, d'habiter dans les bâtiments. Il y a toujours eu des bâtiments, il y a toujours eu une église au pied du monastère fortifié, mais pendant que vous dormiez, s'il y a des pirates qui arrivent et qui vous capturent, c'est trop dangereux. Donc la totalité, c'est d'où l'inauguration la semaine prochaine, la réouverture du monastère fortifié, c'est à l'intérieur que les moines vivaient, et donc les moines habitaient là-dedans. Les moines avaient des employés agricoles, ils ont toujours eu des employés agricoles, ils ont toujours eu des marins pour faire les trajets à Cannes, et ils vivaient principalement des droits de pêche. Et ça leur rapportait énormément, donc ils étaient propriétaires. On va voir de quelle partie, etc. Ils le donnaient en concession. Et les moines, qui étaient seigneurs de Cannes, ils étaient seigneurs de Valoris, de Bégoma, enfin de nombreux endroits, de la Napoule, enfin il y avait à peu près pour lancer un chiffre, 150 prieurés, grandes propriétés. Alors ça allait jusqu'à Gênes, ça allait jusqu'au Massif central, ça allait en Catalogne. Donc ils avaient d'énormes propriétés, hein, qui leur apportaient de l'argent. Mais avant tout, c'est la pêche qui leur apportait. Donc comme ils ne faisaient pas eux-mêmes la pêche, parce que ce n'était pas leur vocation, et puis pour eux, c'était des intellectuels, etc., c'était un peu des tâches un peu subalternes. Donc ils concédaient le droit de pêche, et ils l'ont toujours concédé aux Cannois. Hein. Alors ils auraient pu trouver, alors je vais vous poser sous forme de question, ils auraient pu trouver un accord avec les gens d'Antibes, parce que les gens d'Antibes avec des bateaux, ils faisaient le tour de Cannes, enfin c'est pas très loin, même s'il n'y a pas de moteur, c'est pas très bien. Alors pourquoi les abbés de Lérins ont toujours eu d'excellentes relations avec la population de Cannes, et ont toujours facilité économiquement les Cannois et les pêcheurs de Cannes, et pas du tout du côté d'Antibes.
Les Antibes, ça passait pas. Alors pourquoi? Hein, pourquoi? C'est bizarre. Alors, parce que tout simplement, jusqu'en juillet 1244, l'évêque de l'arrondissement, enfin de cette partie de la Provence, était à Antibes. L'évêché, c'était à Antibes. Et la grande famille noble du coin, c'était à Antibes, c'était les Grimaldi, qui est une branche des Grimaldi. Il y a plusieurs branches, il y en a une à Cagnes, sur mer, enfin à Cagnes. Donc, c'était un contre-pouvoir. Il y avait l'abbaye de Léraz et il y avait un contre-pouvoir noble et ecclésiastique, donc un évêque qui était à Antibes. Donc Antibes, ils n'aimaient pas. Ils voulaient garder leur indépendance, et donc il y avait les Canois qui étaient au bon endroit, au bon moment, etc. Et donc les pères abbés de Léraz ont toujours favorisé les pêcheurs canois. Et on donnait, donc c'était à peu près, alors suivant les époques ça a changé, les contrats de pêche. Alors c'était dans la forme du contrat de l'acte d'allégeance. Il y a eu des tas d'accords spécifiques par écrit à partir de 1448, par écrit, etc. Ça a été ratifié et c'est toujours très bien passé. Les Canois avaient un monopole de pêche. Bon, alors je fais une parenthèse, j'en fais plein. Ils avaient le monopole de pêche, mais ils avaient un deuxième monopole maritime, maritime, qui était très important. Parce que les pêcheurs à Cannes, ce qui est toujours vrai de nos jours, en fait, ils étaient pêcheurs, oui, mais ils avaient deux activités. Suivant les mois, ils faisaient l'une ou l'autre en fonction de ce qui se passait. Alors c'était quoi avec leur bateau? Alors ils allaient à la pêche, un pêcheur, ça va à la pêche. On est d'accord, on est tous d'accord, mais ça peut faire autre chose avec un bateau. Qu'est-ce que ça... Alors qu'est-ce qu'on transporte? Alors on peut de l'huile. Les olives. Ah, les morts. Alors on transporte les morts, oui, parce qu'on enterrait les Canois. Le cimetière de Saint-Honorat, c'est le cimetière de Cannes, hein, jusqu'au XVIIe siècle. Tout le monde se faisait enterrer à Saint-Honorat. Alors la deuxième activité... Non, alors jusqu'au XVIIe siècle, c'était Saint-Honorat. Saint-Honorat, c'était c'était avant. C'était avant Sainte-Marguerite. C'était avant. Bon, alors un autre sujet, là, on est parti. Bon, alors donc l'activité de nos pêcheurs à Cannes, c'était de transport également avec leur embarcation, leur petit point de vue, ils faisaient le transport de pèlerins. Hein? Alors, parce qu'il y avait des grands pèlerinages, comme dans toute abbaye en France, il y avait des grands pèlerinages. Donc, ils avaient double activité, donc double rentrée financière. Ça leur permettait de vivre. Et les pêcheurs de Cannes avaient le monopole de transport des pèlerins sur 6 siècles. Donc, si vous voulez, c'était un grand monopole économique. Parce que alors tout le monde était content, le père abbé était content, les Canois bien entendu étaient contents. Alors comment ça se faisait leur activité des pêcheurs de transport de personnel? D'où à où ils transportaient le personnel? Alors l'arrivée, on est d'accord, c'est l'île Saint-Honorat. Hein, on va à Saint-Honorat, mais on partait d'où? Alors on partait d'où? Alors d'où on partait? Où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé, je sais pas, d'Aix-en-Provence, de Marseille, par l'Estérel ou en bateau? Quai Saint-Pierre? Non, c'est pas Quai Saint-Pierre, c'est le mauvais. Alors ce qu'on faisait, parce que bon, encore une fois, il n'y a pas de moteur. Donc si vous voulez, suivant les époques, il n'y a pas de vent ou il y a trop de vent. Parfois, c'était il y a tempête. C'était pas toujours évident. Donc ce qu'on faisait, c'est juste ici, au bout du Palm Beach. C'est plus court. C'était une évidence. La petite croix, alors c'était la croix des pénitents qui transportait les cadavres des Canois, etc. Donc les pêcheurs, alors c'était les pèlerinages, c'était pas toute l'année et en continu dans une abbaye. Il y avait des grands mois de pèlerinage, et principalement au mois de mai. Hein, c'est pas un hasard. C'était le mois de mai, c'était les grands pèlerinages qui se passaient, et c'était des grands pèlerinages. Les papes avaient donné des privilèges aux gens qui venaient 7 fois à l'île Saint-Honorat. Ça correspondait à un pèlerinage d'aller en Terre Sainte. Donc, si vous voulez, c'était beaucoup moins dangereux de venir à Saint-Honorat que d'aller traverser toute la Méditerranée, et beaucoup moins cher aussi.
aussi que de traverser toute la Méditerranée que pour aller à Jérusalem. Donc, si vous voulez, c'était, le pape avait donné les mêmes privilèges. Donc, il y avait beaucoup de monde. C'était un grand pèlerinage. Vous avez Sud Compostelle. Enfin, si vous voulez, ça faisait jusqu'au XVIIe siècle, ça faisait partie des grands pèlerinages européens. Donc, vous aviez beaucoup de gens. Donc, il fallait transporter sur disons 2 mois dans l'année, il fallait transporter beaucoup de gens. Donc, de Cannes, c'est idiot de traverser quand vous n'avez pas de vent, etc. Donc, bien entendu, on partait du Palm Beach, d'où la petite croix, d'où la croisette, etc. Enfin bon, d'où toute cette histoire. Donc, on traversait en pointu, hein, c'était des petites embarcations, hein, c'était pas des zodiacs modernes comme notre époque, hein, c'était des petites choses. On traversait là juste on arrivait au village actuel de l'île Sainte-Marguerite, sous le fort. On traversait l'île Sainte-Marguerite, on reprenait d'autres bateaux, d'autres pointus qui vous attendaient devant le grand jardin, là où il y a le musée sous-marin, l'écomusée, et qui vous faisaient traverser à Saint-Honorat. Et ça permettait d'aller à Saint-Honorat, même les jours de tempête, parce que là, ça limite les risques. C'est à l'abri. Bon. Alors, les grands jours, il y avait les embarcations de la Napoule également, qui pouvaient se rajouter des bateaux quand il y avait beaucoup de gens. Mais c'est une grande activité pour les pêcheurs de Cannes de faire le transport maritime. Alors, les pèlerins en plein air, sur des tentes, etc., les pèlerins, ils rentraient même pas dans le monastère fortifié. Ils faisaient le tour, ils campaient, ils dormaient. Et où il y a les vignes, etc. Les pèlerins, ils faisaient le tour un tour déambulatoire de l'île Saint-Honorat avec toutes les chapelles, et même ils rentraient même pas dans le monastère fortifié parce que c'était là où les moines habitaient, hein, et où il y avait le soleil, etc. Donc ils faisaient leur truc et après ils repartaient. Et alors ils restaient 2 jours, en gros 2 jours sur l'île Saint-Honorat, et après ils repartaient dans leur voilà. Alors donc la pêche. Alors je vous il commence à faire nuit, mais et puis alors. Bon, vous connaissez les îles de Lérins, on connaît tout. Au sud, donc c'est la représentation. Oui, enfin bon, c'est pour montrer au sud, donc on est là, hein, nous on est là en ce moment, et au sud de Saint-Honorat, vous avez le monastère fortifié, et puis complètement au sud de Saint-Honorat, vous avez une balise qui s'appelle les Moines, hein, c'est pas très original, mais ça s'appelle les Moines. Vous voyez, c'est un immense espace, c'est protégé par Paganini, par l'îlot, et donc si vous voulez, la balise, elle est là, en plein milieu, et là vous avez une autre petite île qui s'appelle l'îlot, et vous avez un immense espace. Et c'est cet endroit-là où c'est pas profond du tout, et c'est là où il y avait la pêche. Et c'était là où les abbés de Lérins faisaient très attention de qui allait pêcher, et il y avait des droits, donc en gros c'était 30% de ce qui était pêché, les revenus de ce qui était pêché revenaient à l'abbaye. Donc si vous voulez, c'était une histoire de confiance entre les Canois et l'abbaye de Lérins, du nombre sur des siècles et des siècles, hein, sur presque 6 siècles, de confiance, de la quantité de poissons pêchés correspond à ce que le montant et la redevance est payée à l'abbaye. Alors, pour faire la suite, donc si vous voulez, c'est cet endroit parce que c'est pas profond, et ce qui explique que vous avez le monastère fortifié de Saint-Honorat, qui a été construit à partir de 1088, qui est complètement au sud de l'île, et vous vous dites, si vous ne vérifiez pas que c'est pas profond, vous vous dites, mais il y a les bateaux qui arrivent, et ils devaient juste arriver au pied de la tour, et ils devaient tirer. Et pas du tout, parce qu'il n'y a aucun bateau qui peut y arriver, parce que il y a des hauts fonds partout. Et en fait, pour tirer, c'est pour ça que ce monastère fortifié, je redis, 1088, c'est un des plus vieux châteaux forts de France et même d'Europe, et alors il y a plusieurs parties à l'intérieur parce qu'il a été agrandi, mais la base de 1088 et les étages est toujours intacte et n'a jamais été détruite, même s'il y a eu des pirates et tout ça, ils n'ont pas détruit le bâtiment. Alors déjà, il n'y a pas eu de tremblement de terre, et il n'y a pas eu de marine militaire qui a envoyé les canons dessus, parce que il faut se mettre très loin, et vous avez un immense espace qui doit faire
800 hectares, un truc comme ça, au sud de l'île Saint-Honorat. C'est une espèce de triangle. Et donc c'est là où il y avait la meilleure pêche, c'est là, enfin c'est toujours à cet endroit. Et il y a une suite, la suite actuelle, on est en plein. Il y a des tas de, tout le monde est d'accord, la prud'homie de pêche est d'accord, tout le monde est pêche. On va faire ce qui s'appelle un cantonnement. Le terme technique, c'est cantonnement. Donc un cantonnement, c'est un mini parc national, si vous voulez. Et encore, dans un parc national, vous pouvez rentrer, tandis que là, ça va être une zone totalement interdite à toute entrée. Donc vous ne pouvez pas y aller en planche à voile, vous nager, etc. Ça va être totalement interdit. Et ça va être le deuxième cantonnement. Il y en a un tout petit au Cap Ferrat qui existe, et ça va être le deuxième cantonnement, mais là c'est des grandes superficies, et ça va être un espace totalement protégé, et où les poissons, etc., vont pouvoir être tranquilles et se reproduire. Donc, c'est exactement les limites qui ont été décidées pendant 6 siècles par l'abbaye de Lérins, leur domaine privé. On a repris exactement la même limite, si vous voulez. C'est la continuation de tout ça. Alors, je sais pas, est-ce qu'on passe aux questions? Je développe d'autres choses sur... Alors, les pêches aux îles de Lérins, dans les pêches intéressantes, alors, qu'est-ce que Cannes était célèbre pour quel poisson? La dorade. Alors la dorade, non, alors là c'est notre époque. Alors alors l'anchois. L'anchois. Ah bon? Alors c'est l'anchois. Et alors avant tout à Cannes les pêcheurs, mais jusqu'à disons la Seconde Guerre mondiale, où est-ce qu'on pêchait les anchois? Alors c'était pas les îles de Lérins. Hein. Alors il y en avait un peu partout des anchois. Hein. Cannes était connu pour la quantité très importante d'anchois qu'on pêchait. Alors où est-ce qu'on allait pêcher avant tout? Donc vous oubliez les îles de Lérins, heureusement de temps en temps il faut les oublier. Alors on les oublie, c'était pas les anchois à Cannes. Alors bien entendu ici on pouvait pêcher les anchois, il y en avait partout, mais avant tout un endroit facile pour les pêcheurs. Où est-ce qu'ils allaient pêcher? Collioure. Non, à Cannes, sur le territoire, à Cannes, sur Cannes. Ils n'allaient pas aux îles de Lérins, ils allaient à un autre endroit de la commune. Alors où ça? À Saint-Cassien. Alors on est en gros devant l'Hilton, le Canopy, au bout du quai Saint-Pierre. C'était l'endroit où il y avait oui, ça poisonnait, c'était là, ils se reproduisaient, etc. C'était l'endroit où on pêchait les anchois. Et donc les anchois, alors sous l'Empire romain, Antibes était très connu pour la pêche aux anchois. C'était une des célébrités de l'Empire romain. Ça a donné la poutine, enfin il s'est passé des... Enfin il y a toute une histoire de pêche. C'est très important la pêche dans la région. Alors les anchois c'est les trucs. Après qu'est-ce qu'on allait pêcher aux îles de Lérins qui n'étaient pas des poissons? Pendant des siècles. Alors les oursins, oui, mais alors oui, bien sûr, on a toujours pêché. Alors les poulpes, les oursins, oui, bien sûr, mais un truc. Les crevettes. Alors les crevettes, non, les crevettes, les dorades, vous oubliez. Là, on n'est pas à grands frais. Hein, on n'est pas à grands frais. Hein, on est aux îles de l'air. Les barracudas, vous oubliez. Non, alors. C'est une pêche, c'est les pêcheurs qui faisaient ça. Il y a même une rue de Cannes qui porte ce nom, mais c'était pas un truc que vous mangez, c'était pas un poisson. Le corail, hyper important, le corail. Vous avez, bravo, Gilles. Vous avez une rue dans le Suquet qui s'appelle le Coste Corail. Et c'est la famille Coste, tout simplement, c'est la famille Coste qui, sur plusieurs générations, qui pêchait le corail, et c'était là où le corail qui est des îles de Lérins était vendu, et après, alors c'était très lucrateur, enfin ça rapportait beaucoup d'argent. Alors c'était valable depuis l'Empire romain, en gros jusqu'à la Révolution française, et après on a tellement pêché le corail aux îles de Lérins qu'il n'y en a plus.
Il y en a, alors maintenant c'est interdit, c'est protégé, etc. Mais alors du corail rouge, et si vous voulez, principalement dans le golfe Juan, côté nord de l'île Sainte-Marguerite, vers le Vengeur et tout ça, vous avez des pans entiers, vous avez, c'est tout droit, c'est des espèces de falaises qui descendent dans la mer. Bon. Et c'est là où le corail se développait. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de truc pour plonger, il y avait deux solutions. Alors, soit on prenait sa respiration, on allait pêcher, ou soit on avait c'est des espèces de perches, etc., un filet à corail qui ratissait ces espèces qui arrachait ces falaises, et on fait etc. Et Cannes était un endroit très important pour les coraux, pour le corail. On avait un savoir-faire parce que c'est le seul endroit, encore une fois, entre ici et presque, disons les îles d'hier, où vous pouvez avoir des coraux, parce qu'autrement ça descend, et c'est trop profond. C'était un endroit vraiment connu, je vous dis, depuis les Romains, pour aller à la Corse et alors, les canoës sur la Corse et la Sardaigne, c'était une des possibilités des marins à Cannes. Ils n'étaient pas, par définition, je vous dis, vous voyez, je le disais tout à l'heure, la taille de leur habitation, c'était pas des gens riches. Ils n'étaient pas pauvres, ok, mais ils avaient une petite embarcation, une petite vie, et ils faisaient pas des grandes fortunes. Donc, soit ils avaient un peu d'argent, et par famille ou par ils avaient un bateau, un deuxième bateau, ou soit ils avaient la possibilité, et ça se faisait assez souvent, ils louaient leur service de pêcheurs de corail, pour en revenir au corail, et il y avait des accords commerciaux entre Cannes et le nord de la Sardaigne, parce qu'au nord de la Sardaigne, c'est à cette époque-là, c'est la Maddalena, toutes ces îles, etc. C'est un lieu béni pour la pêche au corail, et ça continue. Il y a toujours la pêche là-bas au corail, et donc les canoës se louaient. En gros, on faisait une saison, 2 saisons en Sardaigne. Ils avaient un savoir-faire de pêche et ils se louaient leur service. Ils faisaient marins corailleurs pour aller à la pêche au corail dans d'autres endroits, principalement la Sardaigne, en Méditerranée. C'était une possibilité. Si on n'avait pas d'argent, etc., mais qu'on voulait faire une profession de la mer, on avait un minimum de savoir-faire, on pouvait se louer comme pêcheur. Alors, autre chose également, les marins à Cannes, la grande marine en Provence, ça a toujours été Marseille. L'endroit où il y avait la marine commerciale, etc., c'était Marseille. C'est là où il y avait un port ouvert sur la Méditerranée, il y avait la vallée du Rhône. Ça a toujours été Marseille comme endroit important. Bon. Alors, autre possibilité pour ces canoës, c'est de se louer, en gros, de se louer comme d'avoir un contrat de marins avec les armateurs de Marseille. Et donc les armateurs et donc il y avait tout un équipage, et les canoës pouvaient faire les marins pouvaient faire plusieurs saisons sur d'autres embarcations qui appartenaient à une marine de commerce, etc. Bon, alors je fais un dernier petit point, et puis après il faut les questions, puis après je sais pas, le petit déjeuner est servi, non c'est pas encore le petit déjeuner, mais ça va arriver, le petit déjeuner est commandé. Alors je fais un dernier point, les anecdotes. Donc ça s'est passé en 1621. Il y a eu une excommunication, et il y a eu un exorcisme qui a été fait par un évêque. L'évêque s'appelait Godot, qui était évêque de Grasse et de Vence, et qui était académicien à l'Académie française. Enfin, c'était quelqu'un de très intelligent, et la population cannoise lui a demandé de venir à Cannes pour faire un exorcisme. La population, les marins de Cannes, je suis dans le thème. Alors, il y avait un problème. Si vous faites venir l'évêque et de faire un exorcisme, vous dites. Alors là, vous avez le texte, c'est dans les visites pastorales, c'est-à-dire les visites officielles de l'évêque. Le document existe, il est en ligne, il est aux archives départementales. Je ne vous raconte pas une histoire, c'est tout à fait vrai ce qui s'est passé. De nos jours, ça nous paraîtrait un petit peu bizarre, mais à l'époque, chaque époque sa mentalité. Donc ils ont demandé, les marins de Cannes avaient un problème, ils ont demandé à l'évêque de venir
venir à Cannes faire un exorcisme pour une histoire de la mer, et l'évêque, qui n'était pas un idiot, hein, bon, il est venu, il a fait son exorcisme. Alors, qu'est-ce que un évêque avec une histoire de mer à Cannes, c'est au bout du quai Saint-Pierre, ça s'est passé au bout du quai Saint-Pierre, il y avait un problème. Qu'est-ce que ça pouvait être, ce problème? L'évêque a prononcé cet exorcisme contre... Alors le monstre des Loch Ness, eh ben on n'est pas très loin du monstre des Loch Ness. Alors c'est quoi? Un dauphin. Alors quoi? Voilà, la réponse est dite, c'est quoi? C'était quoi le problème? Et l'évêque, de nos jours, ça nous paraît, pour deux raisons, ça nous paraît... Oui, alors, ben oui, ça n'a pas changé, Alors c'est les dauphins. Alors c'est les dauphins qui pourchassaient les bandes d'anchois. Et il y avait des dauphins, il y avait tellement de dauphins, ce qui nous montre qu'il y avait des dauphins. C'est mignon. Et la mentalité de l'époque, c'est d'appeler l'évêque. Hein. Bon, ça c'est une autre chose. Mais en attendant, c'est très intéressant parce que donc il y avait plein de dauphins. Et les dauphins empêchaient les anchois de venir, etc. Et l'évêque a accepté de venir pour faire un exorcisme contre ces dauphins. Alors c'est pour ça qu'on n'a plus de dauphins au quai Saint-Pierre. C'est à cause de cet évêque. Ça a trop bien marché. C'est une catastrophe. Il n'y a plus d'anchois, il n'y a plus rien, il n'y a que des touristes. Bon, bah, ça c'est autre chose. Mais c'est pire. Vous voyez, quand ça marche trop. Alors, pardon ? Alors, 1628, un truc comme ça, 1628, au début du XVIIe siècle, avant les Espagnols, avant l'arrivée des Espagnols. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il est tard, alors je suis parti. Alors, il y a encore 1000 choses. Alors, oui, alors, dernier truc intéressant, intéressant, il y a plein de trucs intéressants. Au bout de Sainte-Marguerite, du côté de la Tratelière, là, vous voyez, il y a une espèce d'anse. Là. Il y a une anse naturelle, hein, alors on appelle ça, c'est la pointe Carbonelle, complètement à l'extrémité, côté Antibes, hein, au nord. Bon, alors ce truc-là, rien n'a changé depuis l'époque. Il y avait une pêche particulière qui se passait chaque année jusqu'à la Première Guerre mondiale en septembre. À cet endroit, uniquement en septembre, donc il y avait des poissons qui arrivaient uniquement en septembre, et uniquement donc, ça faisait une anse, et on fermait la anse. Et alors, qu'est-ce que c'était comme pêche? Le thon. Alors, c'est pas les dauphins. Non, les dauphins, depuis l'exorcisme, il n'y en avait plus, tout le monde... Alors, les murènes, non. Le thon. Alors oui, c'est les thons. Alors c'est ce qu'on appelle, même les gros thons, c'est ce qu'on appelle la madrague en Provence. Alors la madrague, c'est un terme, c'est un mot turc. C'était une pêche qui a été, quand les Français étaient alliés, François Ier était allié avec les Turcs, c'est là où on a pris ce genre de pêche. Et donc la madrague, vous avez en septembre les thons qui remontent et qui viennent dans cette partie de la Méditerranée. Et donc il faut les enfermer et les abattre, leur taper dessus. Et la mer devient rouge. Et le mot madrague qui vient de mastaba turc, ça veut dire frapper en turc. Ça veut dire frapper. Et on frappe les poissons. Alors vous avez le même truc que Brigitte Marneau à Saint-Tropez. Sa maison, c'est la madrague. C'était une pêche qui était très répandue. Et alors le thon était très important au niveau alimentaire parce que, c'est bon. C'était un gros poisson. Il y avait des centaines et des centaines. Et donc, il y avait de quoi nourrir pendant de nombreux mois une population. Et c'était à cet endroit à Cannes, une fois dans l'année en septembre, qu'on pêchait les thons. Voilà, la pêche au thon, c'était à cet endroit. Donc, c'est un exemple. Alors après, il y avait des pêches le soir au Lamparo. On mettait des... Alors, c'est maintenant interdit, mais on mettait des lampes et les poissons remontaient, etc. Il y avait des tas de techniques de pêche pendant des siècles et des siècles, etc. Les filets, etc. Alors, aux îles de l'Érins, vous avez ce qu'on appelle, comme partout, des enseignures, c'est-à-dire, vous avez... il faut se connaître exactement, il y a même des cartes, ça se vend, des cartes très précises de où il faut aller pêcher. Ça se vend presque
secrètement, mais à des prix très importants entre pêcheurs, de savoir exactement aux îles de Lérins où est-ce qu'il faut pêcher. Parce que il faut savoir, alors vous prenez les alignements, c'est hyper secret, c'est les plus grands secrets et ça perdure. Vous avez entre les tel rocher, tel arbre, etc. Et à essayer des endroits, c'est vous avez, disons, ça vous fait 100 mètres carrés. Maximum, et là vous avez énormément de poissons, et si vous vous mettez à 10 mètres plus loin, il n'y a plus rien, et là ça vous change totalement le rendement de votre pêche. Donc si vous voulez, il y avait tout un savoir ancestral qui se transmet, qui se transmet toujours, hein, qui existe, et pour savoir exactement, c'était pas de dire je vais mettre mon filet aux îles de Lérins et puis on verra, et donc il faut, oui, voilà, il faut savoir à quel endroit, quelle pêche, quel mois de l'année, quel poisson, etc. Il y a tout un savoir-faire que, bon, ben, chaque profession a son savoir-faire. Et voilà. Alors, je répondrai aux questions. Là, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Ouais. Ce qu'on pourrait peut-être proposer, c'est que la suite de cette conférence se fera au mois de septembre à la Prud'homie. Oui. Alors, je pense que ce serait peut-être intéressant que chacun se pose quelques questions et te les poseront ce jour-là. Oui. Oui, à l'intérieur, et à l'intérieur, et à l'intérieur, et à l'intérieur.